Vous savez pourquoi je n'aime pas Transformers 5 ? Pour tout un tas de raisons, oui, et j'en ai déjà parlé. Mais vous savez pourquoi il est pour moi encore plus mauvais que Revenge of the Fallen par exemple ? Parce qu'il fait des tas. Mais alors des tas de fausses promesses dans ses bandes annonces et sa promo, et pas pour révéler quelque chose d'inattendu comme Sentinel dans Dark of the Moon, non. Ils ont juste fait de la promo et mis des attentes sur des éléments totalement ridicules et qui se sont révélés éclatés au sol dans le film final. Aujourd'hui, on va parler d'une des victimes de ce naufrage, un Decepticon, encore une fois, qui a réussi l'exploit d'être une honte quasiment aussi énorme que Shockwave dans Dark of the Moon, Onslaught. You need a bigger door. Jusqu'à maintenant, dans ces petites vidéos analyses, je n'ai pas encore parlé de personnages n'apparaissant que dans Transformers 5. J'ai parlé de Sentinel et de Shockwave apparaissant dans le troisième film, et de Megatron qui lui apparaît dans toute la saga. Mais pour tout le mal ou le bien que j'ai à dire de ces personnages, Dark of the Moon n'est pas à mon sens un vrai mauvais film. C'est mon deuxième long métrage favori du Bayverse après le premier, et honnêtement j'y trouve beaucoup de plaisir à chaque fois que je le revois, de par son ambition et pas mal d'éléments que je trouve quand même très réussis, notamment Sentinel Prime, mais pas que. Or, ici, on va parler d'un mauvais personnage au sein d'un très mauvais film, le seul film Transformers que je ne parviens même pas à apprécier en mettant mon cerveau en off et en appréciant l'action, mais ça, j'ai déjà eu l'occasion d'y revenir. Bref, Onslaught a été un personnage annoncé bien en amont de Transformers The Last Knight. En juillet 2016, soit 11 mois environ avant la sortie du long métrage, Michael Bay, en personne, poste un message sur les réseaux sociaux avec une photo d'un camion « Nothing can prepare you for Onslaught ». Littéralement, rien ne peut vous préparer pour Onslaught. Ce véhicule, qui a été l'un des premiers dévoilés pour le film, a aussitôt hypé énormément de fans, car Onslaught, à la base, c'est un Decepticon parmi les plus appréciés. Il est le chef des Combaticons, formant le torse de Bruticus, un tacticien parmi les plus importants des rangs de Megatron, et un bot capable, même seul, d'avoir une force brute assez impressionnante. Il avait en plus été vu récemment dans les jeux vidéo Transformers Fall of Cybertron et Transformers Rise of the Darkspark, où on le voit à la tête des Combaticons sur la planète natale des Transformers. Dans les comics IDW, lui et ses Combaticons étaient vus de façon régulière, et les plus anciens fans avaient le souvenir de son rôle dans la série G1. Bref, même si c'est loin d'être un des antagonistes principaux de la licence, Onslaught est vraiment un personnage apprécié, et qui surtout tease en général l'arrivée des Combaticons, car il fait rarement cavalier seul. En amont du film, début juin 2017, plusieurs petits éléments de lore furent dévoilés par Paramount, censés teaser l'équipe de Decepticons mise en place par Megatron pour traquer Kyle Yeager. On retrouve donc des informations sur Dreadbot et Berserker, Mohawk et Nitro Zeus, mais aussi bien sûr sur Onslaught donc. Ça sera d'ailleurs aussi un des premiers aperçus du design du personnage. Les quelques infos que l'on a le présentent comme un tacticien ainsi qu'un lieutenant sur le champ de bataille, mettant au point une nouvelle arme, sobrement intitulée le Decapitator. Franchement, c'est loin d'être une bio en désaccord total avec ce qu'est censé être le personnage. Son design posera déjà davantage question. En effet, il ne s'agit que d'un redesign partiel du Constructicon Longhaul de Revenge of the Fallen, auquel on a rajouté de nouveaux éléments de véhicule, de nouvelles armes et des couleurs légèrement plus foncées. Ça reste malgré tout un design pas si mauvais à mon sens, même s'il lui empêche d'être réellement unique, encore une fois. Il ne trahit pas fondamentalement le perso, étant assez bulky et massif. Cependant, dès son apparition dans le film, on comprend que quelque chose ne va pas. Déjà, il est le dernier Decepticon choisi par Megatron. À vrai dire, il est choisi par ce dernier uniquement parce qu'il ne peut pas choisir Berserker, ce qui est un peu humiliant quand on sait que c'est censé être un personnage haut placé. Ensuite, il ne transpire clairement pas l'intelligence, ça a juste l'air d'être un benet qui demande une porte plus grosse et se jette dans la bataille sans plus d'intelligence que ça. Et enfin, et ça c'est le point qui a fait criser énormément de fans, il se fait tuer par Drift et Crosshairs en quelques secondes, sans même avoir fait quoi que ce soit, décapité en 2-2 et oublié aussitôt. Et ça, c'est vraiment un scandale. Bien sûr, le cas d'Onslaught a été déjà débattu, et on pourrait simplement le ranger dans la catégorie des personnages sous-exploités, au même titre que Shockwave par exemple. Mais ici, c'est différent.
Il y a eu une volonté de créer une hype autour du personnage, entretenue par le réalisateur lui-même, pour un traitement final qu'il connaissait déjà pourtant. Pourquoi choisir de faire que ce personnage est le dernier choisi par son chef? Pourquoi le rendre aussi idiot? Pourquoi le faire tuer au bout de 2 minutes? Et pourquoi surtout lui donner le nom d'un perso aussi célèbre et apprécié, si c'est pour lui infliger ce traitement, alors même que les autres Decepticons présents dans cette scène ont été inventés spécifiquement pour le film, car justement, ils n'étaient pas censés jouer un grand rôle. Vraiment, ce personnage est désespérant, rageant, à l'image du film en fait. Et le pire, c'est que dans ce cas, contrairement à Shockwave, je ne vois même pas comment le rôle du personnage aurait pu être amélioré, car ça impliquerait de changer des pans entiers du script du film. Mais typiquement, on aurait pu au moins le faire survivre jusqu'à la bataille finale, comme Barricade et Nitro Zeus, et le faire survivre à la fin. On aurait pu le voir davantage en action dans la case de Cade Yeager, on aurait pu le faire interagir avec les siens et avec Megatron, etc., etc. Même dans un comics dérivé du film, censé faire la promotion d'une marque de rasoir, oui, cherchez pas, il se fait bolosser par un robot rasoir. Oui, messieurs dames, Onslaught perd contre un robot rasoir, et je ne peux même pas m'empêcher de penser aux personnes qui ont fait leur maximum pour faire de ce design un design un tant soit peu cool malgré le fait qu'il ne soit qu'un retool de long haul, aux fans qui adorent les Combaticons et qui voient leur chef dans la G1 se faire humilier de la sorte. D'ailleurs, à introduire Onslaught sans parler à une seule reprise du fait qu'il soit potentiellement un Combaticon est ici selon moi totalement idiot, surtout à une époque où Hasbro souhaite donner un maximum de consistance à sa franchise et éviter de donner des noms sans raison à certains personnages. En effet, c'est un phénomène qui était beaucoup arrivé durant les années 2000, que certains personnages, notamment dans la trilogie d'Unicron, portent des noms de persos avec qui ils n'avaient rien à voir. Typiquement, le Cyclonus d'Armada n'a rien en commun avec celui de la G1, Smokescreen non plus, de même pour Wheeljack, etc., etc. C'était surtout à l'époque une question de trademark. Mais ces dernières années, depuis le début des années 2010, globalement, Hasbro essaye de faire en sorte que les noms de ces personnages ne soient pas attribués de façon random. Bon, ça n'empêche pas quelques couacs, notamment le cas de Blitzwing dans Bumblebee, mais globalement ça fonctionne. Mais Onslaught est un de ces couacs justement, car rien ne permet vraiment de le lier à sa version G1 ou une quelconque autre version. Bien sûr, taper sur The Last Knight, c'est comme tirer sur une ambulance avec des pneus crevés, mais quand on analyse des personnages issus des films Transformers, il faut irrémédiablement passer par là à un moment, pour expliquer en quoi certains personnages sont réussis ou non, et qu'est-ce qui cause cela. Pour Onslaught, en plus de son rôle à l'écran, c'est davantage le build-up mensonger autour de ce dernier qui me fait presque me dire que donner ce nom à ce personnage n'est qu'une façon pour Michael Bay de troller les fans de Transformers et de régler ses comptes avec eux. Un peu à l'image de tout le film, encore une fois, vous me direz. Tous les autres Decepticons recrutés par Megatron dans ce film sont des randoms, jamais vus auparavant, qui portent des noms totalement nouveaux. Et vous allez me faire croire que c'est par magie qu'Onslaught est le seul à porter un nom déjà connu? Bref, Onslaught est un désastre de plus à ajouter au palmarès des films live, et son cas n'est même pas de la sous-exploitation à mon sens, mais un troll pur et simple. Et contrairement à Shockwave dans Dark of the Moon, sa mise en avant dans la promo ne sert à rien, là où Shockwave servait au moins à cacher le twist du film. Il y a quelques mois, je vous ai sorti une analyse sur Onslaught de Transformers 5, échec sur pratiquement tous les points et insulte au personnage original. Aujourd'hui, on va analyser un autre Decepticon issu du même film et qui est l'exact opposé de ce dernier, Nitro Zeus. Pour revenir aux origines de la conception de Nitro Zeus, il faut revenir en 2009. Et cette année-là, Josh Nisi publie un DVD sur la conception de robots sur ordinateur. Qui est-ce et quel rapport avec la vidéo vous allez me dire? Eh bien il faut savoir que Josh Nisi est l'un des artistes les plus importants des films live Transformers. Il a travaillé sur énormément de designs de personnages sur grand écran et il est fort probable qu'un de vos Transformers préférés dans les films ait été le fruit de son travail. En 2009 donc, il sort divers tutoriels dans lesquels il montre des robots issus de sa création. Parmi ceux-ci, un mecha assez agressif, se battant avec des fouets, mais qui, jusqu'alors, n'était qu'un petit design comme ça quoi en gros. En 2014, ce même design fut porté sur grand écran à quelques détails près, pour devenir un des drones du KSI, vu dans Transformers Edge of Extinction, nommé KSI Boss. Ces drones sont des randoms absolus, c'est leur fonction, et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Cependant, en 2017, dans Transformers The Last Knight, un personnage nommé Nitro Zeus est introduit, étant l'un des Decepticons recrutés par Megatron auprès de la TRF.
Ce dernier a un corps étonnamment similaire au KSI Boss, avec quelques modifications. La principale différence est bien sûr sa tête, qui est essentiellement une tête de Shockwave modifiée. Ce n'était pas la volonté de Josh Neesey pourtant, car on peut voir sur le concept art du personnage que sa tête, si elle reste celle d'un Transformer à un œil, est bien différente. Il faut croire d'ailleurs que c'était sous cette forme que Nitro Zeus est censé apparaître dans le long métrage, étant donné que les différents jouets du perso possèdent cette dernière, et non une tête à la Shockwave. Je pense, et c'est peut-être la chose la plus probable, qu'ILM, le studio d'effets spéciaux, a mis la tête de Shockwave par souci de temps, n'ayant pas envie de refaire un design de zéro. Il n'avait peut-être tout simplement pas le temps de faire quelque chose qui correspond au concept art, et qui avait été retenu par Hasbro. Autre changement opéré entre le concept art et le film final, la présence de divers tags et de tatouages entre guillemets sur le personnage, ainsi que des chaînes, qui pour le coup étaient bienvenus, vu le caractère de ce dernier. Nitro Zeus est révélé quelques semaines avant la sortie du film de la même façon qu'Onslaught, via des petites fiches partagées sur internet par Paramount, détaillant son profil à la manière d'un criminel recherché, ou, en l'occurrence, emprisonné. Nitro Zeus est décrit comme un Decepticon vouant une haine à l'humanité et aux Autobots depuis la mort de Shockwave, dont l'unique œil sert de viseur pour des armes d'épaule, possédant d'innombrables armes globalement. Je ne vais pas revenir ici sur l'histoire du personnage dans le lore, ni sur les théories qui l'entourent, je l'ai déjà fait dans mon focus sur lui en 2019, et je vous invite à revoir cette vidéo, ou même à la voir pour la première fois si vous le souhaitez. En revanche, ici, on est là pour parler de ce qu'est le personnage au sein du film, et en quoi il est l'une des vraies choses positives que les fans retiennent du 5e film de Michael Bay. Nitro Zeus est un personnage qu'absolument personne n'attendait dans ce film. Il n'existait pas dans la licence avant The Last Night, n'est qu'une réutilisation d'un modèle 3D d'un perso existant, et a un nom parmi les plus ridicules qui soient. Sérieusement, Nitro Zeus quoi. Et pourtant, aussitôt le film sorti, il est devenu l'un des chouchous des fans. Mais alors, pourquoi Nitro Zeus s'est révélé être un personnage aussi bien reçu alors qu'il était parti pour être l'un de ces nombreux méchants oubliables des films de Michael Bay? La réponse est assez simple en réalité. Il est l'un des, si ce n'est le seul Decepticon des films live, à avoir un tant soit peu de personnalité, en dehors de son rôle de méchant. Thank you. On the mission, Tim. Thank you for your hospitality, Brad. I know where you live, Enrique. Say hello to your wife for me. Typiquement, rien que dans ces 15 secondes d'introduction, c'est littéralement 15 secondes, j'ai compté, on apprend qu'il a sympathisé avec les gardes de la prison, qu'il se fiche ouvertement de certains d'entre eux, et qu'il a globalement un comportement provocateur. C'est ultra basique, c'est le strict minimum de la création de background de personnages. Et pourtant, prenez n'importe lequel des Decepticons qui n'est pas un antagoniste principal dans les 4 films précédents, lesquels ont vraiment une personnalité bien marquée en dehors de leur caractère de simple méchant. Dans le premier film, Barricade et Starscream ont des lignes de dialogue, certes, mais sans que ça les développe, là où Brawl, Bonecrusher et Blackout ne parlent carrément jamais. Dans Revenge of the Fallen et Dark of the Moon, même chose. Allez, on peut mettre un petit bonus à Laserbeak qui a un caractère quand même assez vicieux bien marqué, et Starscream qui, dans ces 3 films, globalement existe péniblement, qui a davantage un caractère de lèche-bot qu'autre chose, et qui ne développe jamais son caractère de traître qu'on lui connaît dans la licence. Mais si on prend un exemple, typiquement Soundwave, il a aucune vraie personnalité, et bien sûr pas besoin de parler de Shockwave, je lui ai déjà consacré une vidéo entière. Pourtant, dans la licence Transformer à la base, beaucoup de Decepticons ont des caractères justement de bad guy provocateurs, parfois comiques, voire ridicules, c'est ce qui fait leur charme. Dans chaque série ou comics, on retrouve des personnages de ce genre, qui contrebalancent ainsi les méchants plus sérieux ou menaçants. Et c'est en cela que j'ai la sensation que malgré le carnage qu'a été The Last Night en tant que film, on a eu quelques tentatives d'amener les choses dans une direction intéressante. La petite équipe de Decepticons de Megatron par exemple, si elle avait été gardée tout le film, elle aurait pu faire un groupe de méchants relativement sympa, quitte à en faire même des comic relief en mode bras cassés. Mais Nitro Zeus est finalement le seul qui survivra jusqu'à la bataille finale, avec Barricade du coup. Et là aussi, il a l'occasion de taunt légèrement Optimus Prime. You blew your chance to kill Unicron. Bref, c'est 3 fois rien, j'en conviens, mais c'est 1000 fois plus que les 3/4 des autres personnages. Mais voilà, il faut voir d'où l'on vient pour voir en quoi ce personnage est une amélioration par rapport aux Decepticons qu'on a connus dans les films précédents. Et même en termes de design, on peut souligner à juste titre à quel point il est un petit peu feignant. Mais le fait de lui rajouter des pseudo-tatouages ainsi que des chaînes autour du cou, ça a beau être ridicule, ça participe à donner une personnalité à ce robot. J'ai envie de dire, autant pousser le délire jusqu'au bout.
Honnêtement, si j'avais une chose à sauver de Transformers 5, ça serait Nitro Zeus. S'il y a un personnage de ce film que j'aurais envie de revoir dans un autre univers de la licence, c'est bien lui. En plus, ça serait facile d'adapter son design pour lui donner un aspect plus classique, sachant que son mode alternatif est un jet, on peut en faire un Seeker ou encore un Decepticon volant un peu plus imposant, à la Skyquake dans Transformers Prime par exemple. Les chaînes et les tatouages lui rajouteront aussitôt de la personnalité et une touche bien à lui. Voilà comment un personnage qui n'apparaît même pas 3 minutes dans ce qui est le pire film de la saga est devenu l'un des favoris des fans, en lui donnant simplement une personnalité. Le cas de Nitro Zeus est pour moi assez symptomatique d'un des problèmes des films, à savoir, évidemment, le cruel manque de personnalité et de présence des Decepticons. Pour vous donner un ordre d'idée, il a presque le double de temps d'écran de Shockwave dans Dark of the Moon. Rien que d'y penser, c'est assez dingue. Mais au final, eh bien ça me rend optimiste pour l'avenir, car ça prouve qu'au moins, Paramount et Hasbro ont compris ce souci, qu'ils n'avaient pas encore totalement réglé à l'époque, mais qu'ils l'ont plutôt bien fait dans Bumblebee, avec Shatter et Dropkick. J'espère que les Terrorcons de Rise of the Beast seront l'occasion de la confirmation, et peut-être que dans quelques années, on se retournera vers Nitro Zeus en disant qu'il fut le premier Decepticons à sonner un renouveau au sein des méchants des films Transformers. L'un des thèmes centraux de Transformers The Last Knight est, comme le titre du film l'indique, le lien entre les Cybertroniens et les légendes arthuriennes, comment ces derniers ont pu forger une partie de l'histoire de notre monde, en particulier du côté de l'Angleterre, leur histoire étant aujourd'hui considérée comme de simples légendes. Au centre de ce lore, on retrouve donc les Chevaliers Gardiens, également appelés Chevaliers de Yakon, que l'on voit aussi bien dans des flashbacks qu'à notre époque, étant capables de se combiner pour former Dragonstorm, un immense dragon mécanique. Déjà, avant de parler du lore entourant ces personnages, il faut bien faire une distinction avec des éléments présents dans la licence Transformers de base. En effet, dans les comics IDW par exemple, il existe ce que l'on appelle les Chevaliers de Cybertron, un groupe de personnages extrêmement anciens ayant quitté la planète et dont l'histoire est au centre de bien des mythes et légendes sur la planète des Transformers. Je ne parlerai pas de ces personnages ici, j'aurai peut-être l'occasion de le faire dans un focus à l'occasion, mais comprenez bien que si les Chevaliers Gardiens de The Last Knight ont pu tirer leur inspiration de ces personnages, le fait qu'ils aient volontairement changé leur nom rappelle que ce ne sont visiblement pas les mêmes. Bref, cette précision étant faite, nous pouvons commencer. Déjà, il faut bien avoir en tête que les Chevaliers Gardiens ne sont pas les premiers chevaliers vus dans les films Transformers. En effet, dès le 4e film, on semblait nous indiquer tout un début de mythologie, Optimus étant désigné comme tel, ainsi que les Dinobots par Lockdown notamment. Cependant, jamais le terme de Chevalier Gardien ou même de Chevalier de Yakon n'est évoqué dans Age of Extinction. On peut donc supposer qu'ils n'ont aucun lien avec eux. Malgré tout, le fait que Lockdown les lie au fameux créateur et que plus tard Quintessa prétende être la créatrice d'Optimus Prime, laisse dubitatif sur la place de ces fameux chevaliers par rapport aux chevaliers gardiens. Si on en croit les paroles de Quintessa, ces derniers étaient plus ou moins sa garde rapprochée, et il est possible qu'Optimus et même d'autres personnages comme les Dinobots du coup, aient été d'autres créations de cette dernière, tout simplement. Ainsi, ce que l'on sait sur leur passé lointain est qu'ils ont volé le sceptre de Quintessa pour le cacher et le tenir à distance de cette dernière. Il est difficile de véritablement dater leur date d'arrivée sur notre planète, car leur vaisseau semble quand même sacrément enfoncé dans la montagne et déjà occupé par beaucoup de végétation à l'époque du Moyen-Âge, mais malgré tout, ils savent que leur monde a été détruit suite à la guerre entre Autobots et Decepticons, donc on peut supposer qu'ils ont quitté leur monde peu de temps après la fin de la guerre, ou pendant la dernière partie de cette dernière. Notons d'ailleurs que visiblement, c'est un groupe de personnages n'ayant jamais vraiment pris parti dans la guerre, leur unique véritable ennemi étant Quintessa, et quiconque oserait collaborer avec elle. C'est donc à l'époque médiévale que les premiers contacts furent établis entre les Chevaliers Gardiens et les humains, notamment Merlin, un ivrogne et charlatan prétendant être un magicien mais à qui ils remettront le sceptre de Quintessa, permettant à ce dernier d'influencer le cours d'une bataille contre les Saxons en faisant venir sur le champ de bataille Dragonstorm. Suite à cela, les chevaliers de la table ronde et les chevaliers en provenance de Cybertron formèrent une alliance et combattèrent à de nombreuses reprises côte à côte. Après la mort de Merlin, ce dernier fut enterré dans un endroit secret, endroit qui s'avéra être le fameux vaisseau sous-marin vu à la fin de The Last Knight. Les chevaliers se mettant alors en stase pour veiller sur le sceptre, resté entre les mains de celui qui avait été perçu toute sa vie du coup comme un magicien. Leur sommeil fut perturbé lorsque des humains arrivèrent au XXIe siècle à la recherche de l'artefact, parmi eux se trouvant Viviane, la dernière descendante de Merlin encore en vie. Pensant alors à une attaque, la plupart des chevaliers commencèrent à se réveiller avant d'être tués par la TRF, mais surtout Nemesis Prime qui prend le sceptre et remonte à la surface.
Les chevaliers survivants se lancèrent à sa poursuite, et alors qu'Optimus venait de reprendre ses esprits, ils s'attaquèrent à lui et le condamnèrent à mort pour avoir été l'allié de Quintessa, présenté comme The Great Deceiver, littéralement la grande manipulatrice ou la grande tentatrice. C'est l'arrivée de Cade Yeager et la révélation que l'artefact qu'il portait sur lui depuis le début du film était en réalité Excalibur qui les fit s'arrêter, ayant sous leurs yeux quelqu'un de visiblement assez digne pour succéder au roi Arthur. Notez d'ailleurs que ce sera littéralement la seule utilité de l'épée dans ce film, jamais Cade ne la réutilisera plus tard, ce qui est assez étonnant tout de même, vous en conviendrez. Les chevaliers restants formeront par la suite Dragonstorm, déposant Optimus sur Cybertron et retournant à la fin du film sur leur planète aux côtés des Autobots. Dans le film, et comme beaucoup d'autres éléments de ce dernier vous allez me dire, plusieurs points autour des chevaliers gardiens restent assez flous, et jamais vraiment expliqués. Déjà, Quintessa et Edmund Burton mentionnent le fait que les chevaliers gardiens étaient au nombre de 12, sauf que concrètement, ils sont forcément plus que ça. Dans la bataille finale, on voit Optimus en tuer 2, la TRF en tuer 1, et par la suite, ils sont de nouveau vus au nombre de 12, donc soit ils sont beaucoup plus résistants que ce qu'ils en ont l'air, soit ils sont bien plus que ça. Et ça, c'est sans parler du fait qu'un autre chevalier peut être vu au début du film, celui qui remet le talisman à Cade Yeager, s'étant visiblement écrasé sur Terre il y a peu, et mourant assez rapidement après que son vaisseau ait été abattu par la TRF. Le lien entre ce chevalier et les autres est assez flou, et chacun à partir de ça peut faire plus ou moins ce qu'il veut à sa sauce dans sa tête, soit dire que ce chevalier n'a rien à voir avec les 12 autres, que les 3 présumés morts dans le vaisseau ont survécu, ou simplement qu'il y a plus que 12 chevaliers. Personnellement, j'aime à penser que ces chevaliers étaient en fait bien plus nombreux que ce qu'on pense, mais que seulement 12 ont réellement aidé les humains, car ils étaient en quelque sorte les meneurs d'entre eux. Mais là encore, c'est juste ce que je me dis dans ma tête, j'essaie d'arranger un film qui a juste été mal écrit. On notera d'ailleurs au niveau des différents noms portés par les chevaliers que déjà, aucun n'est nommé individuellement dans le film. Hasbro, lorsqu'ils commercialiseront les jouets de ces derniers, dévoileront donc certains de leurs noms, notamment donc Stormreign, le chevalier rouge étant a priori leur leader, Dragonicus, Steelbane ou encore Skellytron. Ça fait seulement 4 noms qu'on connaît réellement, les autres sont inconnus. On notera par ailleurs que même sur les concept art, aucun nom n'est mentionné, ils sont juste désignés comme des chevaliers de Cybertron, etc. Si on sait que les chevaliers gardiens peuvent se combiner pour former Dragonstorm, il ne semble pas qu'il soit essentiel que les 12 se combinent entre eux pour le former, comme on voit au début du long métrage, même à la fin d'ailleurs. Par ailleurs, en dehors de cette combinaison, on n'a aucune indication sur un quelconque mode alternatif que posséderaient ces personnages, qui au passage d'ailleurs sont tous aussi grands qu'Optimus, donc quand même des personnages assez imposants en termes de taille. Hasbro, au moment de commercialiser les jouets, leur a donc donné des modes totalement inventés, comme des petits dragons, mais dans le film, on ne les voit pas se transformer individuellement. Et dans les designs des personnages, honnêtement, rien n'indique vraiment qu'ils seraient capables de se transformer. Mais après tout, sachant qu'ils sont des créations de Quintessa, qu'ils sont extrêmement anciens, plus anciens qu'Optimus Prime, ont-ils seulement déjà eu la capacité de se transformer individuellement? Honnêtement, on n'en sait rien. Voilà donc globalement l'histoire des chevaliers gardiens de Transformers The Last Knight. Je sais que l'idée de Transformers se battant à l'épée pendant l'époque médiévale aux côtés d'humains avait d'emblée refroidi énormément de personnes concernant ce film. Et au contraire au début, c'était une des choses qui m'intriguait le plus à l'époque. J'aurais adoré voir ce concept exploité jusqu'au bout, avoir même quasiment un film entier sur cette histoire-là s'il le fallait. J'aime ce genre de proposition, j'aime ce genre de design et d'originalité, mais malheureusement ça ne s'est vraiment pas bien transcrit dans le film final. J'ai l'impression de me répéter, mais The Last Knight, c'est plein d'idées ultra sympas sur le papier, mixées entre elles pour donner un résultat déplorable, alors que prises individuellement, elles auraient pu déjà constituer des films entiers, mais surtout des films bien plus intéressants. Bon, Transformers 5 c'est pas bien, c'est plein de bonnes idées mal exploitées, blablabla, etc. Vous connaissez la chanson depuis le temps. On va parler aujourd'hui d'un des personnages les plus polémiques du film, une honte pour l'un des persos les plus iconiques de la licence, Hot Rod. Bonjour, chérie. Hot Rod, à l'origine, avait été envisagé pour faire partie du groupe d'Autobots du film de 2007, et c'est assez logique. Étant un personnage majeur de la première génération, c'est normal qu'il ait été envisagé pour apparaître à l'écran dès le début. Cependant, très tôt dans le développement du film, il fut supprimé du script, et aucun concept art de lui ne fut jamais produit. Il faudra attendre Transformers The Last Knight pour voir Hot Rod finalement faire ses débuts sur grand écran. Le personnage est présenté ici comme un cybertronien vivant avec Edmund Burton en Angleterre, travaillant avec ce dernier et étant l'un des Transformers présents sur Terre depuis de longues années, ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne fait donc pas partie du groupe d'Autobots central du film, du moins pas au début. Le personnage a été développé avec, dans l'idée, une personnalité pas trop éloignée de l'original, décrit à la base comme un Autobot impétueux et un peu arrogant sur les bords. Cependant,
Peu de cette caractérisation sera vraiment gardée dans le film final, pour privilégier la mise en avant de son magnifique accent français. Vous inquiétez pas, on en parle après. Autre point concernant Hot Rod, il s'agit du gardien de Vivian Wembley, la dernière descendante de Merlin, ayant pour mode alternatif la Citroën DS de cette dernière. Alors tout d'abord, je trouve ça rigolo de voir pour la première fois une Citroën dans un film Transformer, ça me rappelle un petit peu les pubs que la marque avait fait dans les années 2000, et ensuite, si j'aime ce mode véhicule, en soi, il me pose problème pour 2 raisons. Déjà, on ne voit jamais Hot Rod en mode robot avec cette voiture, donc finalement, le concept n'est jamais vraiment poussé jusqu'au bout. Et ensuite, c'est un peu le même problème qu'avec Soundwave, c'est un véhicule qui dans l'absolu ne correspond pas au personnage. Hot Rod c'est une tête brûlée, un Autobot rapide, un peu frimeur par moment, et quand on voit son mode véhicule original, il fallait quelque chose qui rappelle cette personnalité. Fort heureusement, dès sa première scène, il scanne une nouvelle voiture, une Lamborghini Centenario, qui là pour le coup est en accord avec Hot Rod. Une voiture sportive, rapide, agressive, juste un peu dommage qu'elle soit dominante de noir, ça forcera le robot à avoir un design majoritairement sombre. D'autant plus que le orange foncé, qui est la couleur principale de Hot Rod en temps normal, est aussi l'une des couleurs classiques de la marque Lamborghini. Mais bon, ça serait se mentir de se dire que c'est un mauvais véhicule pour le personnage. Tout comme Bumblebee, Hot Rod est vu se battant durant la Seconde Guerre mondiale avec un véhicule qui est, si j'en crois TF Wiki, un Steyr Daimler Puch 2000, un petit camion utilisé par les Allemands à l'époque, qui l'utilise pour infiltrer les rangs du petit moustachu de la Seconde Guerre mondiale. Si on ne voit pratiquement pas ce mode véhicule-ci, il faut noter qu'on a peut-être ici un petit problème de proportion, car ça a l'air d'être un véhicule quand même assez grand, comparé à ceux qu'il aura par la suite. D'ailleurs, cette scène est l'occasion de voir le personnage se battre avec Bumblebee, ce qui est assez intéressant, car il est décrit dans toute la promo du film comme un frère d'armes, un perso censé être limite son vieil ami, et avec qui il ne partage concrètement rien. Rien ne lie les deux personnages dans ce qu'on voit à l'écran. Ils partagent certaines scènes, oui, que ce soit en combat ou en véhicule, mais jamais ils n'interagissent. Je veux dire, imaginez retrouver un vieil ami avec qui vous avez traversé une guerre, que vous n'avez pas vu depuis des années, mais que le hasard vous amène à revoir, et que vous n'ayez aucune réaction. Bah voilà, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est d'autant plus ridicule que même pour les standards du Bayverse, c'est très bas. Dans Edge of Extinction, les Autobots avaient des interactions entre eux, même si elles étaient souvent limitées. Mais maintenant, on va parler de l'élément qui a le plus fait polémique sur le personnage, à savoir... Je m'appelle Hot Rod. Hot Rod! Hot Rod! Ouais, son accent français. Interprété par Omar Sy, le personnage est décrit comme ayant un accent depuis la Seconde Guerre mondiale et n'arrivant pas à s'en débarrasser. Alors, on va faire la part des choses. D'abord, les accents dans Transformers, ça existe. Que vous le vouliez ou non, il y a toujours eu des personnages qui avaient des accents. Alors la plupart du temps, c'était dû à leurs interprètes, tout simplement, qui avaient des accents particuliers, notamment les différents accents qui existent dans le monde anglophone. Mais voilà, ça a été plus ou moins canonisé depuis au moins une bonne vingtaine d'années, que les Transformers ont des accents en fonction des régions, par exemple, d'où ils viennent sur Cybertron. On sait que Megatron, dans les comics IDW, a un certain accent parce qu'il vient de la ville de Tarn. On sait que les colonies cybertroniennes ont des accents différents. On sait que certaines villes ont des accents différents aussi à l'échelle de la planète Cybertron. Donc, l'existence des accents et le fait que les cybertroniens puissent prendre des accents, c'est pas quelque chose de nouveau dans la licence, très honnêtement. Donc c'est pas ça qui est critiqué. Ce qui est critiqué, c'est que le fait qu'Hot Rod ait un accent français, déjà c'est un peu tourné au ridicule, c'est uniquement fait pour en faire un espèce de comic relief mais pas du tout drôle, et de deux, c'est littéralement la seule chose qui le caractérise. C'est-à-dire que Hot Rod, les gens se souviennent pourquoi? Parce que c'est le mec qui dit bonjour chérie, parce que c'est le mec qui utilise un accent français un peu ridicule. On se dit pas que Hot Rod dans les films, c'est un personnage qui s'est battu avec Bumblebee, que c'est censé être son frère d'armes, que c'est un Autobot qui peut-être un jour deviendra le successeur d'Optimus Prime, on ne sait pas. Non, Hot Rod dans les films Transformers, c'est juste un gars qui a un accent français, et c'est rigolo parce qu'un accent français, ça passe pas très bien en anglais du coup, c'est rigolo. Voilà, c'est globalement tout ce qui caractérise le perso. Faut savoir que du coup en France, le personnage a un accent italien, ce qui en soi est pas idiot dans le sens où ouais, il a un mode véhicule de voiture italienne, donc ok, ça passe, pourquoi pas. L'accent autour de ce personnage, c'est vraiment n'importe quoi, et c'est clairement le point que tout le monde retient, et pas pour les bonnes raisons du coup. Mais moi personnellement, il y a un autre point qui me dérange beaucoup dans Hot Rod, c'est que c'est un personnage qui est introduit de façon, on va dire, assez ordinaire, et qui ne fait plus rien. Je veux dire, reprenez la chronologie de Hot Rod dans le film.
On nous introduit le fait que c'est le gardien de Vivian, que du coup il la capture plus ou moins, il la kidnappe, puis il arrive au château d'Edmund Burton. On découvre par conséquent qui est Hot Rod, d'où il vient, on sait qu'il connaît vite fait Bumblebee, qui s'est battu avec lui pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait en quoi il se transforme, on sait même les armes qu'il possède. Il possède une petite arme capable d'arrêter le temps, ce qui est un concept, ma foi, plutôt rigolo, alors ça colle pas au perso, mais en soi, pourquoi pas, c'est une arme un peu originale, un peu science-fiction, j'aime bien. Et après, on n'en fait plus rien. Concrètement, après ça, Hot Rod ne sert juste qu'à faire la course-poursuite dans la ville de Londres, puis ensuite, il sert juste de background dans la bataille finale. Concrètement, sa seule utilité, c'est d'utiliser une fois son flingue pour sauver Cade et Vivian, pour qu'Optimus puisse les récupérer, et c'est littéralement tout. C'est-à-dire que même pas le perso n'a une seule fois l'occasion de se mettre en avant dans la bataille finale, on le voit même pas faire une seule action vraiment stylée ou cool, non, il est là, il tire partout, il dit « Ah, my little lady » un peu à droite à gauche, et c'est tout. Voilà. Des fois, on a des persos dans les films Transformers qui ne sont pas introduits et qui ensuite vont directement dans une bonne scène d'action. Par exemple, on en a parlé la dernière fois, Bone Crusher n'a aucune introduction, rien du tout, il arrive, il casse des fesses, il se fait tuer, ok, il est pas beaucoup exploité, mais il a une scène vraiment cool. Hot Rod n'a même pas ce plaisir, n'a même pas ce loisir en fait. Il arrive, on l'introduit, ok c'est un nouveau Transformer, on a l'air de nous présenter quelques anecdotes sur lui, il a un accent français, bon c'est ridicule mais ça reste un élément de sa caractérisation, on apprend qu'il a une arme qui arrête le temps, on apprend qu'il s'était battu avec Bumblebee pendant la Seconde Guerre mondiale, on apprend tout ça pour rien. Vraiment pour rien, et ça c'est très inutile, et au final ça fait qu'il n'y a pas une seule scène mémorable du personnage. C'est-à-dire que si je reprends encore une fois l'exemple de Bone Crusher, tout le monde se souvient de lui parce qu'il a une très bonne scène à son actif. Il a une bonne scène dont les gens se souviennent, une très bonne scène d'action, bien montée, bien filmée, bien mise en scène en fait. Hot Rod n'a rien de tout ça, Hot Rod c'est juste un gars qui se transforme en Lamborghini, et c'est tout. Il a un accent français, et c'est tout. Il a une arme qui arrête le temps, et c'est tout. Mais il a rien derrière pour appuyer tout ça, pour faire de lui un perso vraiment mémorable. Et honnêtement, de tous les Autobots des films de Bay, même parmi les plus oubliables et les plus sous-exploités, à tout hasard Sideswipe, même Sideswipe avait une bonne scène. Sa scène d'introduction dans Revenge of the Fallen, où on le voit tuer Sideways, c'est une scène qui en soi est cool. Et la scène qu'il a dans Dark of the Moon, c'est une scène avec Ironhide qui est plutôt rigolote, qui est plutôt sympa. Alors oui, c'est littéralement les deux seules scènes où ça le met en avant, donc c'est un autre problème qu'on évoquera peut-être dans une autre vidéo un jour, mais au final, les gens se souviennent de Sideswipe. Les gens ne se souviennent pas de Hot Rod, en partie parce qu'il n'est pas exploité, en partie parce qu'il y a tous ces problèmes-là, et en partie aussi parce que son design est vraiment raté. Parce que j'en ai parlé dans ma tier list des designs des films Transformers, mais le design de Hot Rod me pose problème en fait pour une chose, sa tête. Très honnêtement, c'est quoi ce truc? Je veux dire, on peut pas faire plus cursed que ça, c'est-à-dire que les Transformers des films de Michael Bay, même s'ils ont un côté ultra détaillé à mort, etc., on peut voir des expressions sur leur visage. On peut reconnaître parfois des traits limite un petit peu trop humains, des choses qui ont été souvent critiquées. Là, Hot Rod, on dirait juste qu'il a une tête qui... Je sais même pas comment la décrire, honnêtement. Je sais même pas comment la décrire parce qu'il a aucune expression. Il a une expression neutre de robot pur et dur pour le coup, mais c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Donc, ouais, c'est un peu un problème, parce que surtout que le reste du design, il est pourtant plutôt réussi. On retrouve bien les pièces de sa voiture sur son mode robot, on trouve un petit peu de orange qui rappelle vite fait le personnage original, on se dit ok, on faisait ce design-là de Hot Rod avec une tête qui rappelle un peu plus le personnage d'origine, c'était un design qui passait plutôt très bien. Et au final, il gâche tout à cause d'une tête ultra cursed, qui tranche en plus complètement avec les autres Transformers qu'on voit dans ce film, ce n'est justifié à aucun moment, et juste il est là. Si on retourne un petit peu en arrière dans les films de Michael Bay, faut savoir qu'un autre concept art de Hot Rod avait été fait à l'époque par Massive Black. Alors si vous ne connaissez pas Massive Black, je vous invite à aller voir ma vidéo Iceberg sur les films Transformers. Pour faire simple, c'est une société de concept art qui avait en fait beaucoup de design entre le premier et le deuxième film et entre le deuxième et le troisième. En fait, ils avaient proposé un large panel de design pour les Transformers qui au final n'ont été que peu gardés, mais leur boulot c'était simplement de proposer des interprétations de certains persos. Et en l'occurrence, ils avaient proposé un design pour Hot Rod, et jugez par vous-même, le design rend 1000 fois mieux. Alors, il est un petit peu générique, je vous l'accorde, il est très générique, mais en même temps c'est un concept art basique. Donc ils auraient pu l'améliorer, mais regardez son visage, regardez ses couleurs, ouais, là je reconnais un Hot Rod. Beaucoup plus en tout cas que sur le design de The Last Knight, et c'est un petit peu triste.
Donc au final, après tout ça, on comprend pourquoi autant de fans de la licence ont du mal à appeler ce Hot Rod, Hot Rod. C'est un personnage qui de base a certaines caractéristiques propres, certaines couleurs, une certaine personnalité, quelque chose qui reste à peu près globalement dans tous les médias où il apparaît. Et surtout quand il s'appelle Hot Rod, encore quand il s'appelle Rodimus, on a déjà eu des cas où le perso était un petit peu différent, notamment dans Energon où c'est un Autobot plus vieux. Mais là, c'est Hot Rod. On sait même pas si dans l'univers des films de Bay, il serait devenu Rodimus un jour. Et honnêtement, j'aurais pas eu très envie, parce que voir ce truc devenir Rodimus Prime... Bon, voilà quoi. Et j'aimerais terminer cette vidéo analyse par une petite anecdote. Au moment de promouvoir le film, Paramount, en 2017, avait mis une image de Hot Rod, du concept art, avec la description suivante. Hot Rod, this is no cartoon. En gros, Hot Rod, c'est pas un dessin animé. L'arrogance qu'il faut de la part de Paramount et de Hasbro à l'époque, pour venir non seulement mettre en avant ce personnage de la sorte, et en plus quelque part cracher sur les versions originales, en mode « Non mais notre version elle est meilleure, c'est pas une simple version de dessin animé, c'est vachement mieux !» Eh bien à l'époque, le regretté Derek Wyatt, qui est l'artiste principal qui a bossé sur Transformers Animated, avait retweeté ce message en laissant 2 mots, très simples, mais qui évoquent globalement tout ce que le fandom pense sur cette version du personnage. Quand je fais des analyses sur les films Transformers, je parle souvent des Cybertroniens. Après tout, ce sont eux qui nous intéressent le plus. Mais dans quelques cas, certains personnages humains méritent aussi qu'on s'y attarde, en bien comme en mal. Je vous avais parlé de Charlie, la protagoniste de Bumblebee l'année dernière, et aujourd'hui, on va parler ensemble d'une autre protagoniste qui aurait pu être très sympa, mais dont le traitement a été surprenant, à savoir Isabella ou Izzy dans Transformers The Last Knight. Et si cette vidéo est possible, c'est grâce à BellaStorm03 qui a choisi de la sponsoriser via Tipeee. Pour rappel, si vous souhaitez que je traite un sujet spécifique en vidéo via un focus ou une analyse, vous pouvez passer par mon lien Tipeee en description, et en plus cela permet de soutenir la chaîne. Sur ce, let's go. Bon, est-ce que j'ai besoin de rappeler pour la 50e fois que Transformers 5 est un très mauvais film? Non, je pense qu'on l'a tous enregistré. Mais ce qui est fascinant avec ce dernier, c'est à quel point on en découvre toujours plus quand on creuse, et à quel point certaines règles qui semblent basiques pour n'importe quelle histoire ne sont pas appliquées ici. Et le personnage d'Isabella, c'est typiquement ça. Tout d'abord, parlons de la conception de ce dernier, car rien qu'à ce niveau, il y a pas mal à dire. Début 2016, Isabella Merced, qui portait le nom d'Isabella Moner à l'époque, est castée dans le 5e opus de la saga Transformers, prévu pour une sortie à l'été 2017. Âgée de 15 ans à l'époque, elle est rapidement mise en avant dans la campagne promotionnelle du film comme l'un des personnages principaux de ce dernier, aux côtés de Mark Wahlberg. Présentée comme une orpheline qui a grandi dans les décombres de la bataille de Chicago aux côtés de plusieurs Transformers échappant aux militaires, beaucoup voyaient en elle une potentielle nouvelle héroïne pour la saga. C'est un point rarement évoqué, mais depuis les débuts de Transformers sur grand écran, Steven Spielberg, producteur exécutif, a toujours souhaité voir un personnage féminin fort à l'écran. Même si le pitch du premier film tournait autour d'un garçon par exemple, Sam, Michaela avait été plutôt bien écrite, malgré la sexualisation à outrance que Michael Bay avait faite autour d'elle. C'est pour cela aussi que dans Bumblebee, depuis le début du projet, il était envisagé d'avoir une héroïne qui deviendra Charlie, dont je vous avais déjà parlé l'an dernier. Mais donc Isabella, elle, était censée être cet ado un peu badass qui s'est battu toute sa vie et qui considère les Cybertroniens comme une famille, et notamment Squeaks, un petit Autobot qui tombe en morceaux, et Canopy, un Transformers de beaucoup plus grande taille. Tous les trailers la mettent en avant et elle a carrément eu droit à son propre spot dédié dans la promo. You run like a girl. You throw like a girl. You fight like a girl. Fight like a girl? Yeah, I fight like a girl. Don't you? D'ailleurs, parlons 2 secondes de ça, car au moment de sa publication par Paramount, ce teaser du film avait un peu fait polémique, certains criant à la propagande féministe dans une saga populaire, quand d'autres trouvaient hypocrite de jouer la carte du féminisme et du girl power dans une série de films connus pour ne pas du tout être progressiste à ce niveau. Donc d'un côté comme de l'autre, ça posait problème, surtout quand au final, ce 5e opus remplace à la moitié de l'histoire ce personnage supposément girl power par le genre d'actrice que Michael Bay préfère largement filmer. Et c'est justement maintenant que l'on rentre dans la bizarrerie qu'est le rôle d'Isabella dans l'intrigue de The Last Knight. Comme dit précédemment, le personnage est donc une orpheline ayant perdu ses parents durant l'attaque des Decepticons sur Chicago dans le 3e film.
se débrouillant pour survivre au milieu des ruines d'un quartier désaffecté depuis. Le fait qu'elle soit suffisamment douée pour affronter des drones de la TRF et sauver un groupe d'enfants qui passaient par là, semble nous montrer qu'elle va être amenée à jouer un grand rôle dans l'histoire, d'autant plus quand, quelques minutes plus tard, elle voit Canopy, un Autobot l'ayant protégé durant toutes ces années, être abattu par un tir de missile. Sauvée juste à temps par Cade Yeager, qui était lui aussi dans le secteur, elle rejoint ce dernier dans sa casse et le persuade de la garder avec lui, étant habituée à vivre avec des Transformers et n'ayant plus aucune famille à part Squeaks, un petit robot qu'elle trimballe à ses côtés et qui l'aide comme il peut. Elle travaillera ensuite sur la boîte vocale de Bumblebee, avec Cade justement, dans une scène où ils ont oublié de modéliser le corps du personnage, c'est aberrant, on est d'accord, et elle fuira ensuite jusqu'à une ville fantôme non loin de là, pour échapper à Megatron et son équipe de Decepticons. Après que ce dernier ait pris Squeaks, elle le confronte directement, n'étant pas impressionnée, et parvient là encore à s'en sortir avec l'aide de Cade et des autres Autobots. Après cela, Cogman arrive, Cade part en Angleterre, et on oublie totalement le personnage d'Isabella jusqu'à la bataille finale. J'ai vérifié dans le film histoire de chiffrer tout ça, le personnage disparaît au bout d'1 heure de film tout pile, et en dehors de 2 petites scènes de 30 secondes, ne sera revu qu'à 2h01 très exactement, pour au final ne servir quasi exclusivement que de boulet dans la bataille finale, où Squeaks a pour seule utilité de détruire un canon Decepticon. À mon sens, Isabella est l'un des plus gros symboles de l'échec narratif et thématique de The Last Knight. Elle aurait pu être, véritablement, un nouveau personnage humain attachant et proposant une dynamique intéressante avec Cade, quasiment père-fille, mais sans un petit ami pointeur au milieu, contrairement au film d'avant. D'ailleurs, une petite pensée pour Tessa, complètement éclipsée de The Last Knight, mais vu la profondeur de son perso, pas sûr que ce soit une grosse perte. Bon, officiellement elle était à l'université. Je pense surtout que soit l'actrice a pas voulu revenir, soit c'est Paramount qui a pas souhaité la reprendre, peu importe. Je ne dis pas qu'avoir Isabella d'un bout à l'autre du film l'aurait rendu meilleur, mais assurément, ça aurait permis à l'histoire d'avoir un aspect plus condensé et moins bordélique. Typiquement, le personnage de Vivian, qui rejoint l'intrigue principale vers le milieu également, aurait purement et simplement pu être supprimé du film. On aurait pu garder toute l'intrigue en Angleterre, le côté théorie du complot, prophétie, etc., etc., avec ce personnage-là, ça lui aurait donné une réelle raison d'être dans le film, en plus de développer une relation plus intéressante avec Cade, au lieu d'un love interest complètement ubuesque qui sort de nulle part. Isabella est montrée comme réellement proche des Transformers, les réparant, les considérant comme sa famille, cherchant à participer à son échelle pour arranger la situation. Pourquoi au début du film, c'est pas elle qui reçoit le talisman cybertronien? En plus, c'était littéralement à l'endroit où elle se trouvait. Pourquoi ça ne serait pas elle, le fameux dernier chevalier qui sauvera le monde? Bon, je vais un petit peu loin, mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à quoi de présenter un personnage aussi connecté aux Transformers si c'est pour ne jamais exploiter ce lien qu'elle a avec eux? Et à l'inverse, pourquoi dans ce putain de scénario écrit avec le cul, la sauveuse de l'humanité doit être une random qui n'a aucun lien de près ou de loin avec l'un d'entre eux, juste sous prétexte que sa famille est liée aux Witwickans? Au final, je suis en train de me rendre compte qu'en écrivant ces lignes, je divague sur l'entièreté du scénario et de son non-sens absolu. Sinon, on en parle du fait qu'Isabella est une tentative de plagiat de Rey dans Star Wars? Vous savez, une orpheline qui passe sa vie dans des ruines, qui est accompagnée d'un petit robot rigolo, et qui se retrouve embarqué dans une histoire qui la dépasse et... non en fait, du coup. J'y pense, mais le traitement d'Isabella dans The Last Knight, c'est un peu comme si dans Star Wars 7, Rey était restée sur Jakku pendant que toute l'aventure épique se passe sans elle, et qu'elle ne revenait que lors de la bataille finale pour faire acte de présence. C'est comme si dans The Last of Us, Joel traversait les États-Unis sans Ellie, bref, c'est The Last Knight quoi. Bon, ce que je vais te dire maintenant relève de la spéculation, mais quelques mois après la sortie du film, j'avais vu passer plusieurs rumeurs qui suggéraient que le rôle réduit d'Isabella était la conséquence d'un changement de script suggéré par Michael Bay, qui ne souhaitait pas avoir une adolescente tout du long et préférait un personnage féminin plus âgé, pour je pense éviter toute polémique sur la façon dont il aurait filmé une ado. Je n'ai malheureusement pas retrouvé la source de cela, c'est pour ça que je mets tout au conditionnel, mais si c'est réel, ça expliquerait beaucoup de choses. On peut d'ailleurs rappeler que si Isabella Merced a annoncé avoir été castée pour Transformers 5 en février 2016, Laura Haddock, l'actrice interprétant Vivian, ne l'a annoncé que près de 5 mois plus tard. Mais encore une fois, je ne peux rien confirmer à ce niveau.
Le fait est que toute cette histoire aurait bien pu plomber la carrière d'actrice d'Isabella Merced, qui au demeurant je pense est assez douée. Si depuis on l'a vu en tête d'affiche du film Dora l'exploratrice, ce qui n'avait pas manqué de faire rire internet, elle a depuis décroché plusieurs rôles bien plus intéressants, comme Hawkgirl dans le nouvel univers DC de James Gunn, ou encore Dina pour la saison 2 de The Last of Us sur HBO. Bref, Transformers c'est du passé pour elle, et c'est peut-être pas plus mal. Ah oui, et elle était dans Madame Web aussi, mais bon, tout le monde a déjà oublié ce film, je pense, même les acteurs et actrices. Elle s'est en revanche montrée enthousiaste à la sortie de Transformers Rise of the Beasts, étant heureuse de la mise en avant du Pérou dans ce dernier, étant donné qu'elle est née dans ce pays. Son amitié avec Anthony Ramos l'a d'ailleurs, d'après ses dires, permis de connaître certaines infos avant le grand public concernant le nouvel opus de la saga. Bref, Isabella, c'est un gâchis supplémentaire à ajouter au palmarès de The Last Knight, un personnage humain vendu comme une nouvelle tête d'affiche pour la franchise, mais qui, au final, aura fait l'effet d'un pétard mouillé. Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo analyse qui va être un peu différente de celle que je fais habituellement. J'avais envie d'aborder un sujet plus simple que je voulais traiter depuis un moment mais qui n'en est pas moins intéressant, à savoir les questionnements autour de Megatron dans Transformers 5. Comment a-t-il obtenu son nouveau corps et pourquoi est-il redevenu Megatron après s'être appelé Galvatron? Et j'ai aussi envie d'aborder surtout avec vous la question du design du personnage car il y a plein de choses à dire dessus et puisque contrairement à ce que certains pourraient penser, j'aime aussi partager avec vous ce que j'apprécie dans le Bayverse, eh bien on va parler de ça également. Bref, cette vidéo sera donc découpée en deux parties, une partie sur les questionnements dans le film et une autre où on va analyser un peu le design et parler de son développement, car il y a plein de choses à dire dessus. Dans un premier temps, comme je vous l'avais dit, on va parler de ce qui se passe entre Transformers 4 et 5, car vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui me demandent ça, que ce soit en commentaire YouTube ou même sur mes réseaux sociaux. Donc on va traiter la question une bonne fois pour toutes. Dans Age of Extinction, le KSI construit un robot nommé Galvatron, à partir de Transformium, censé être le fer de lance de leur production, modélisé à partir d'Optimus Prime. Cependant, puisque la tête de Megatron se trouvait dans le même laboratoire, il a entre guillemets infecté le prototype avec des Insecticons, ce qui lui a permis de transférer son esprit d'un corps à l'autre. Brain se l'explique très bien d'ailleurs. Donc à partir de là, on sait que Galvatron n'est que Megatron dans un nouveau corps. C'est le même personnage, le même méchant qu'on a suivi dans les films précédents. À la fin de la bataille finale, il promet à Optimus qu'ils allaient se revoir, et c'est effectivement ce qui est arrivé dans The Last Knight. We shall meet again, Prime, for I am reborn. Or, entre-temps, son design ainsi que son mode de transformation ont changé, et le personnage s'appelle de nouveau Megatron. Et donc, pourquoi ? Pour ce qui est du nom tout d'abord, il faut bien avoir en tête que Galvatron est un nom donné par des humains, et donc, une fois libre, Megatron n'a plus aucune raison de le garder, d'où le fait qu'il reprenne son nom de base. Ensuite, comment a-t-il changé de corps et de mode de transformation entre deux films? Eh bien dans un premier temps, on va essayer de se sortir de la tête que c'est juste une volonté des designers et de Michael Bay de repartir de zéro avec le personnage esthétiquement. He's a fan favorite, but he's also our favorite. I mean, he's a great villain. This is sort of the closing of a chapter, and the beginning of new chapters to come. Et on va trouver une explication logique. Ce qui est communément accepté aujourd'hui dans la communauté de fans, c'est que Megatron a rencontré Quintessa avant Optimus, et que c'est cette dernière qui lui a donné son nouveau corps. On peut notamment déduire cela, car il possède une marque rouge sur son visage, la même marque que Prime, montrant qu'il obéit à cette dernière. Alors là, vous allez vous demander comment il a fait pour la rencontrer avant Optimus. Excellente question en effet. Si on veut théoriser, on peut dire que tout simplement, avec le Transformium, il a pu se changer en un véhicule spatial bien plus rapide et donc rejoindre Cybertron en premier, car on rappelle que Prime utilisait simplement ses propulseurs et qu'il a en plus fini par tomber en stase. L'autre option, c'est que Megatron a utilisé un vaisseau trouvé sur Terre, soit une partie du vaisseau de Lockdown, soit un autre vaisseau cybertronien comme ceux restant de la bataille de Chicago dans Dark of the Moon par exemple. Quintessa lui aurait donc donné sa fameuse marque rouge ainsi que sa nouvelle apparence, davantage basée donc sur un chevalier. Suite à quoi il serait retourné sur
Terre à la recherche du talisman et du sceptre de cette dernière. Il a en effet été aperçu à plusieurs reprises près des cornes du Nikron qui grandissent sur notre planète. Il a été plutôt actif donc entre les deux films. Decepticons seem just as interested as we are. He's been seen at all 6 Horn locations around the world. ID confirmed. Megatron. Une autre théorie que j'avais vu passer et que j'ai abordée dans mon iceberg sur Transformers il y a 2 ans, c'est la théorie selon laquelle Megatron aurait infiltré le corps d'un chevalier cybertronien mort sur Terre. Il aurait, à l'image de ce qu'il fait entre le 3e et le 4e film, changé de corps en troquant son apparence en Transformium pour une apparence plus classique. Bon, même si ça fait pas trop de sens, j'aime cette idée. Mais pour moi, la théorie selon laquelle c'est Quintessa qui l'a fait changer d'apparence est la plus crédible, et elle est pas tant tirée par les cheveux que ça. On aurait juste apprécié voir directement ça dans le film, ça aurait permis d'éclaircir ce point. Voilà, j'espère que ces quelques petites précisions auront pu en éclairer plus d'un, et sur ce, on va pouvoir enchaîner sur le sujet qui m'intéresse davantage pour cette vidéo, la conception du design du personnage, ou comment parfaitement réinventer selon moi l'apparence de Megatron sur grand écran. La première chose à savoir concernant cette nouvelle version de Megatron, c'est que les designers sont repartis d'une feuille blanche. Dans les 3 premiers films, le personnage avait une continuité dans son apparence, mais ce n'est plus le cas, ce qui dans le fond est logique. Il y avait donc davantage de possibilités de le modifier pour en faire quelque chose de différent. La première chose qu'on va aborder, c'est la question de son mode robot. Avec tout ce thème autour des chevaliers et du Moyen-Âge dans The Last Knight, le personnage donne un peu plus la sensation d'être dans une armure. Sans perdre en complexité, on voit que la philosophie n'est plus la même que dans le premier long métrage. L'ensemble est plus propre, moins fouillis, et je pense réellement que c'était un pas dans la bonne direction. En cela, il se rapproche d'ailleurs un peu de sa version de Transformers Prime, qui par le passé était un gladiateur. Gladiateur, chevalier, au final ça fait un peu le lien. Mais en plus de cette base, le personnage retrouve enfin son iconique canon à fusion, qu'il ne possédait pas dans les premiers et 3e films, et qui remplaçait carrément son bras dans le 2e. Ici, son canon est fixé sur son bras, mais il peut aussi l'enlever. Ça contribue aussi beaucoup à faire de cette version un vrai entre guillemets Megatron dans l'âme, car le canon à fusion est l'un des éléments les plus importants du personnage sur le plan visuel. D'ailleurs, autre point que j'aime particulièrement sur ce Megatron, c'est son masque de combat. À l'image d'Optimus, il a également la possibilité de protéger son visage, et autant aucune autre version majeure de Megatron ne possède cette capacité, autant c'est un ajout qui passe bien. Il faut savoir d'ailleurs que pour ce qui est des concept art, c'est Josh Nisi qui les a réalisés. J'ai déjà parlé de lui à plusieurs reprises, mais il faut savoir que c'est l'un des principaux artistes ayant travaillé sur les films Transformers du 2e au 5e. Il y a fort à parier que certains de vos personnages favoris ont été le fruit de son imagination, et ce Megatron ne fait pas exception. À notre connaissance, c'est le seul design qui a été fait pour lui. Autant dire que dès que les équipes du film l'ont vu, ils l'ont approuvé. Bien sûr, il y a quelques modifications qui ont eu lieu entre la version de base et la version finale, certains détails ou la fameuse marque rouge dont on reparlera juste après, mais voilà. En revanche, un point qui n'a lui fait que de changer, c'est le mode alternatif de Megatron. Au départ, il avait été envisagé de le faire se transformer en dragon cybertronien, une sorte d'hybride entre un dragon classique et des pièces plus mécaniques, dans le sens où il aurait par exemple eu des réacteurs à l'arrière. Honnêtement, j'adore ce concept sur le papier, ça aurait encore plus collé à l'esthétique du film, mais en même temps, je peux comprendre pourquoi ça n'a pas été retenu. Déjà, à de rares exceptions, le mode dragon est un mode attribué au Megatron de Beast Wars dans sa forme Transmetal 2. Ça aurait pu créer une confusion supplémentaire et suggérer que le personnage n'est pas le Megatron qu'on avait connu dans les films précédents, car le Megatron de Beast Wars est, on le rappelle, un personnage différent, un Predacon tenant son nom du leader des Decepticons. Donc à partir de là, Josh Nisi est parti sur un mode de jet cybertronien, pas aussi biscornu que celui qu'il avait dans le premier film, mais tout de même très futuriste. 2 points à noter sur ce design. Déjà, la version que l'on connaît est en fait une version entre guillemets à l'envers d'un autre design de vaisseau déjà dessiné au préalable pour le film. Voilà, à la base, ce véhicule était censé avoir son cockpit dans ce sens-là, et était pensé pour être un vaisseau de chevalier cybertronien. Au final, il a été retravaillé pour devenir le mode alternatif de Megatron. Deuxième chose, sa forme globale rappelle le manche et la
la garde d'une épée, dans la continuité du style médiéval du film. D'ailleurs, autre concept supprimé sur Megatron, qui allait de pair avec son mode dragon, mais il devait pouvoir cracher du feu, ce qui aurait été, je pense, clairement too much et un peu kitsch, donc à la place, c'est son canon qui héritera de cette capacité dans le long métrage. Cependant, le développement de son design n'allait pas s'arrêter là, et il a connu deux évolutions majeures. Tout d'abord, l'artiste 3D de chez ILM Christopher Lee Zammit a rajouté à l'arrière de son casque deux gravures, le montrant lui ainsi qu'Optimus Prime menant des troupes dans la bataille. L'artwork complet est visible sur un poster, et d'ailleurs, on peut noter que le personnage a son design du premier long métrage, là où Prime en revanche a son apparence de chevalier du 4e et 5e film. C'est un détail qui a été apparemment très apprécié par Michael Bay, et qui donc a été rajouté au film, même si on n'en voit qu'un petit bout dans un plan de quelques secondes. I've been personally congratulated by Michael Bay and personally insulted by him, like specifically. So it was both were very cool. The first one was Megatron. Actually, you never actually see it in the movie clearly, but Megatron has a really beautiful relief sculpture on the side of his helmet. They just never get a good shot of it ever. So it's just the way everything was laid out. But he actually has this sort of like very sort of ornate carving on his head. But anyway, Michael Bay loved this idea, and he gave me a personal congratulations for it because he thought the idea was fantastic and put it in the movie. L'autre évolution majeure du design de ce Megatron, c'est sa fameuse marque rouge sur son visage. Dès les premières images de teaser du film, c'était visible et ça a fait se poser beaucoup de questions aux fans. Qu'est-ce que ça pouvait représenter? Pourquoi Optimus la possédait aussi? Ça, plus les yeux violets visibles, c'était légitime de se demander. Et bien toujours grâce à Christopher Lee Zammit, on a eu il y a quelques années l'explication définitive de pourquoi cette trace rouge existe. Et c'est... disons que cet extrait parlera de lui-même. And then we get this bombshell from Michael Bay. Just one day he just put something online and go, look at this, everybody. And you're like, and we're at ILM going, oh my God, what did he do? And like he posted this picture where Megatron's got all this red on his face and we have no idea what this red is. Like we're just like surprised as everybody else in the world. We're like, oh. And then he's like, yeah, figure out what that is. And you're like, okay, we'll get right on that, boss. So. Mon chien est mort, je veux qu'il y ait un chien dans le jeu et je veux qu'il meure aussi. Working for ILM, I was kind of surprised how small the production is. Like there's not actually a lot of people deciding what goes into these movies. And sadly, not many of them know anything about Transformers. That was where it was good for me and my friend Tim to be on the show because we know a lot about Transformers. So they tasked us with saying, okay, let us know what that is on Megatron's face. Okay, this is pretty easy. He's got red stuff on his face from Quintessa, Unicron's in the movie, Unicron blood, Dark Energon. Pitched, Dark Energon. It does exactly what you wanted to do. It sort of takes over the robot, makes them compliant, and then. But the problem is that they also had to remove it because Optimus also has the same stuff on his face, and they show Quintessa putting it on there, and they need to know how does that get removed. Then they decided, no, it's just going to be like red paint, and it's going to be like the power of Bumblebee's voice that removes it. And you're like, oh, okay. En bref, oui, cette marque rouge, c'est un choix esthétique avant d'être un choix scénaristique. Ok les gars, ce coup-ci c'est bon, j'ai réglé le problème, il nous ennuiera plus. Le gars, faites-moi un marque rouge sur Megatron. Et dans le film final, même si on comprend que c'est lié à Quintessa et au contrôle qu'elle exerce sur d'autres Cybertroniens, on ne sait pas exactement ce que c'est. Autre petite anecdote que je trouve assez drôle autour de ce Megatron, c'est qu'il a pendant un temps été envisagé de lui donner une scène à Paris. Oui, on peut y voir notamment le personnage en mode alternatif, entouré de plusieurs vaisseaux Decepticons, dans ce qui semble être une bataille aérienne. On ne sait pas vraiment où ça se serait inséré dans le scénario, mais voilà, je trouve ça assez rigolo. Après, il ne faut pas oublier que c'est aussi le rôle des concept artistes de donner des idées visuelles autour d'un projet, même si ces dernières sont ultra préliminaires et ne donnent rien au final. Un peu comme pour Rise of the Beast, avec tous les concepts des Maximals dans un désert, ou d'Autobots en Afrique, qui ont été réalisés quand le film était encore au stade de l'écriture.
D'ailleurs, toujours dans ce trip de voir Megatron à des endroits surprenants, on peut le voir sur une peinture du 19e siècle dans le château d'Edmund Burton. Il aurait en effet été présent lors de l'éruption du Krakatoa en Indonésie, une catastrophe naturelle majeure survenue en 1883, tuant des dizaines de milliers de personnes et ayant eu des répercussions sur le climat, inspirant notamment cette œuvre célèbre, Le Cri, d'Edvard Munch. Et donc voilà, visiblement Megatron était là ce jour-là, et avec son look de chevalier. Pareil, on peut voir une statue de lui dans le château, encore une fois avec le design qu'il est censé avoir acquis entre les deux films. C'est... ouais, bon voilà quoi. Aujourd'hui, on va découvrir les secrets cachés derrière les Decepticons, peut-être les moins intéressants des films de Michael Bay, dont la popularité n'est cependant plus approuvée. Les Dreads, des personnages dont vous me parlez extrêmement souvent d'ailleurs en commentaire, et que les fans attendent. Il suffit de voir les réactions suite à l'annonce de la figurine de Hatchet dans la gamme Studio Series pour comprendre que peu importe ce qu'on peut dire, les Dreads sont populaires, et ce n'est pas dur de l'expliquer. Ils ont un concept ultra bateau mais efficace, à savoir qu'ils sont basiquement des Transformers dans un style de Predator, et leur présence dans une scène d'action centrale du 3e film joue aussi sans doute pour beaucoup. Reste que, pour moi qui aime creuser le lore des personnages, mais aussi leurs secrets de conception, j'avoue rester sur ma faim avec leur version du 3e film. Il faut bien comprendre que les Dreads sont de pures inventions des films live. Ils n'ont aucun lien avec quoi que ce soit d'autre de la licence, à l'exception de Crankcase qui reprend le nom d'un Decepticon de la G1. Tous les autres, à savoir Crowbar, Hatchet, mais aussi Dreadbot et Berserker dans The Last Knight, portent des noms inédits. Mais justement, c'est du côté de The Last Knight que je me suis tourné pour trouver des choses intéressantes, car si ce long métrage est... ce qu'il est, on le sait tous, c'est une mine d'or de concept art et d'idées abandonnées. Mais alors ce que j'ai trouvé aujourd'hui est à la fois étonnant, complètement perché et un petit peu fascinant. On va donc se pencher sur un Dreads en particulier, celui qu'on ne voit que 8 secondes précisément dans le film, mais qui cache plusieurs secrets, Berserker. Berserker fait partie des Decepticons que Megatron veut faire sortir de prison pour aider la TRF à traquer Cade Yeager. Après avoir obtenu la libération de Mohawk, Dreadbot et Nitro Zeus, sous certaines conditions, il termine par, entre guillemets, le dernier mais pas des moindres, Berserker. On voit alors ce dernier être attaché et menacer un garde de lui manger le cerveau basiquement. Suite à quoi les autorités refusent catégoriquement de le laisser sortir, ce qui conduira Megatron à choisir Onslaught. Ce que je trouve assez marrant, c'est qu'il n'a même pas essayé de s'opposer à ce refus. Megatron savait lui-même que Berserker, c'était peut-être un peu trop. Et pour cause, le peu de documentation que l'on a sur le personnage fait état d'un bot tout simplement monstrueux. Dans une petite fiche publiée par Paramount en marge de la sortie de The Last Knight, Berserker est présenté par la TRF comme étant probablement, je cite, le Transformers le plus meurtrier qui soit. Un Decepticon qui a été fait prisonnier après avoir laissé d'innombrables corps derrière lui, entièrement vidés de leur sang. Il est antisocial, impulsif, sans aucune empathie ni conscience, un sociopathe complet. Le document précise qu'il ne doit être relâché sous aucune condition et qu'aucun transport ne peut être effectué sans avoir préalablement prévu des procédures de restriction autour de lui. En bref, Berserker est limite un animal, et semble bien plus violent que les autres Decepticons, y compris à l'échelle du Bayverse, où la majorité d'entre eux ont un aspect bestial. Si on le compare aux autres Dreads connus, il est bien différent. Bon, Hatchet était une sorte de gros chien, donc à la limite on peut le mettre sur un pied d'égalité, mais Crowbar et Crankcase, s'ils étaient agressifs, étaient capables d'échanger, voire même d'envisager un marché avec Ironhide et Sideswipe, avant de les trahir évidemment. Même Dreadbot, l'autre Dread présent dans The Last Knight, on sait qu'il a été arrêté pour braquage de banque. Alors oui, vous allez me demander pourquoi un Decepticon aurait besoin de braquer une banque, et je vous pose la même question, mais ça implique donc qu'il a un minimum de notion de quel endroit attaquer, qu'il prépare un minimum ses plans quoi, même si apparemment il a pas pris l'argent. Berserker, lui, il a juste fait des massacres avant d'être arrêté. Et c'est là que je vais vous parler des concept art du personnage, réalisé par Josh Nisi, qui a proposé 2 nouvelles versions des Dreads pour Transformers 5.
En effet, d'après ce dernier, qui a été, rappelons-le, l'un des principaux artistes des films Transformers à partir du 3e opus, les 3 Dreads étaient censés revenir dans le film, et d'ailleurs vous l'aurez remarqué, mais Berserker réutilise la forme de corps de Crankcase et Dreadbot celle de Crowbar, du moins partiellement. De base, je pourrais me plaindre du côté un peu fainéant comme pour Onslaught et Longall, mais j'ai toujours vu les Dreads comme des soldats un peu basiques des Decepticons, à peine au-dessus des protoformes que l'on voit dans les 2e et 3e films, donc pas étonnant qu'il y en ait plein de versions différentes. Et si vous vous demandez, oui, Hatchet a aussi eu droit à un concept art pour The Last Knight, même s'il n'a jamais été utilisé dans le film. Ces 3 personnages portent de nouvelles couleurs, avec notamment des marques rouges et des logos de factions barrés. On peut voir un insigne Autobot sur le corps de Berserker, de même pour un insigne Decepticon sur certains de ses concept art ainsi que ceux de Dreadbot, même si ça n'a pas été gardé à l'écran. Le principe de ces personnages, c'était d'en faire, toujours d'après Josh Nisi, des anarchistes, des sauvages pas véritablement alliés à un quelconque camp. Ça explique par conséquent pourquoi les concepts les représentaient comme ayant barré les symboles des 2 camps du conflit. Et en soi, j'aime beaucoup l'idée. Dans un film mieux écrit, ou qui aurait simplement eu une autre histoire, ça aurait été sympa de découvrir qu'après la bataille de Chicago, certains Decepticons, des Dreads survivants, se sont enfuis et ont décidé de mener leur vie dans leur coin, ne souhaitant plus être affiliés à aucun camp. Ça aurait même donné un sens à leur look de Predator au passage. Ça explique aussi d'ailleurs pourquoi Dreadbot se change en petit van Volkswagen tout pourri. Il l'utilisait pour passer inaperçu aux États-Unis, et on est bien loin des 3 SUV de police dans Dark of the Moon. D'ailleurs, on peut supposer que c'est la même chose pour Berserker. Si ces jouets le montrent possédant le même véhicule que dans Dark of the Moon, sa fiche de la TRF indique qu'il se transforme simplement en SUV, mais pas spécifiquement en SUV de police. La logique voudrait donc qu'il se change en véhicule davantage tout-terrain, un peu abîmé. Pourquoi pas même un Chevrolet Suburban de base, soit le même véhicule que ceux de police du 3e film, juste cette fois-ci en version civile. Pourtant au départ, il faut savoir que Berserker était loin, très loin d'être un Dreads. Vous avez peut-être vu passer ce concept art à l'époque, car ça avait fait l'objet de plusieurs théories, mais les premières ébauches autour du personnage, avant de ramener les Dreads dans le film, avaient prévu de lui donner le design d'Overload de Revenge of the Fallen. Alors, pour ceux qui ne visualisent pas, et c'est normal, Overload est le seul Constructicon du second film à ne jamais être apparu en mode robot à l'écran. On voit simplement sa forme véhicule qui forme une partie de Devastator, mais jamais son robot. Pourtant, Ben Proctor, alors chargé des concept art, avait réalisé plusieurs designs pour lui, une version bipède et une version plus proche d'une araignée. Et donc, l'idée de départ, c'était de réutiliser ce design, finalement jamais apparu à l'écran, et d'en faire ce nouveau personnage, donc Berserker. Josh Nisi avait retravaillé son visage pour l'occasion, mais finalement assez tôt dans la production, de ce qu'on sait, les plans ont été changés. Enfin, j'avais envie de terminer cette vidéo en parlant de l'aberration commerciale qu'a été Berserker. Le personnage apparaît 8 secondes à l'écran, on ne le voit littéralement que dans un plan, attaché et incapable de bouger. Pourtant, il a reçu non pas 1, ni 2, ni même 3, mais bien 4 jouets différents dans la gamme du film. 4! À titre de comparaison, c'est seulement un de moins que Hot Rod, qui était vendu comme le nouvel Autobot du film. C'est un de plus que Cogman, 3 de plus que Nitro Zeus, pourtant autrement plus présent, enfin à l'échelle des Decepticons bien sûr. Bref, c'est vraiment étrange. C'est un cas presque similaire à Wreckage du premier film ou Breakaway dans le second, des personnages quasiment pas ou pas du tout dans le film, mais qui reçoivent beaucoup de merchandising. C'est d'autant plus cocasse quand on sait que Mohawk, Crowbar et Onslaught, eux, n'ont eu droit à aucun jouet dans la gamme de The Last Knight. Pourtant, rien n'indique vraiment qu'il était censé avoir un rôle plus important que ce qu'il a eu, ou bien en tout cas si ça a été changé, c'était très tôt dans la production. Il n'y a aucun script par exemple qui existe, il n'y a aucun concept vraiment qu'on ait, qui laisse sous-entendre que Berserker aurait dû être présent. En bref, une décision bien surprenante de la part de Hasbro. Écrire cette vidéo m'a fait un peu plus apprécier les Dreads, dont je ne suis pas le plus grand fan à la base. J'aime en fait surtout le concept que j'ai découvert autour d'eux dans The Last Knight, même si ça n'a pas été utilisé dans le film final. Mais voilà, j'avais envie de vous proposer une vidéo un peu plus cool aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses comme d'habitude, dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et sur ce, on se dit à très vite pour du nouveau contenu. C'était Magnus, ciao!